S'il vous plaît, ne m'emmenez pas. Je promets que je vais être sage. La voix désespérée d'un enfant résonnait dans les couloirs du manoir à 3 heures du matin. Roberto se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas la première fois que les cris de Clara le réveillaient, mais cette fois, quelque chose était différent, quelque chose qui le fit courir pieds nus dans les couloirs glacés. Lorsqu'il arriva dans la chambre de sa fille, il trouva le lit vide et la fenêtre grande ouverte. La panique envahit ses pensées alors qu'il courait dans la maison en criant le nom de Clara. Elena apparut en chemise de nuit, les yeux écarquillés par la peur. C'est alors qu'ils entendirent un sanglot étouffé venant du jardin. Suivant le son, ils trouvèrent la fillette de 8 ans recroquevillée dans la petite maison en bois du Golden Retriever Max, tremblant violemment. Ses yeux bleus, normalement brillants et curieux, reflétaient maintenant une terreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Clara, sors de là immédiatement !» La voix d'Elena, sa belle-mère, sonnait dure et impatiente. Mais la fillette se recroquevilla encore plus, se couvrant les oreilles avec ses petites mains, balançant son corps d'avant en arrière dans le mouvement répétitif qui la calmait toujours lorsque le monde devenait trop effrayant. Roberto arriva en courant depuis la salle de réunion, où il venait de conclure une affaire de 50 millions. L'homme d'affaires de 42 ans avait construit un empire financier, mais à cet instant, il se sentait complètement perdu face à sa fille qui refusait de quitter son refuge canin. C'était la 3e fois cette semaine. « Que s'est-il passé cette fois ?» demanda-t-il, haletant. « Elle a simplement couru là-bas quand j'ai dit que c'était l'heure du petit déjeuner, » répondit Elena en passant ses mains dans ses cheveux blonds, désespérée. « Je n'arrive pas à comprendre. Avant, elle adorait prendre le petit déjeuner avec moi. » Clara était née avec l'autisme, une condition que Roberto avait initialement eu du mal à accepter. Après des années de thérapie et d'adaptation, la famille avait enfin trouvé une routine qui fonctionnait. La fillette était douce, intelligente et, malgré ses particularités, montrait un immense attachement à tout ce qui l'entourait. Ses crises avaient significativement diminué au cours des derniers mois. Mais maintenant, quelque chose avait drastiquement changé. Roberto s'agenouilla devant la maisonnette, essayant de ne pas l'effrayer davantage. « Clara, papa est là. Peux-tu me dire ce qui se passe ?» La réponse ne fut qu'un murmure inaudible et encore plus de balancement du corps. Max, le chien doré, semblait confus par l'invasion de son espace, mais instinctivement, il se plaça aux côtés de la fillette, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de protection. « Ça a commencé après que nous avons engagé Isabelle, » murmura Elena à son mari, baissant la voix. « La nouvelle gouvernante que ta sœur a recommandée. » Roberto fronça les sourcils. Isabelle était arrivée il y a 2 semaines avec d'excellentes références. Elle était efficace, discrète et semblait sincèrement préoccupée par le bien-être de Clara. Mais la coïncidence était troublante. « Clara a toujours été sensible au changement, » répondit-il, mais quelque chose dans son ton révélait le doute. La fillette murmura enfin quelque chose, si bas que Roberto dut se pencher pour entendre. Elle a dit que des gens mauvais allaient m'emmener si je sortais. Le sang de Roberto se glaça. « Qui a dit ça, ma fille ?» Mais Clara était de nouveau silencieuse, s'enroulant encore plus en position fétale. Elena et Roberto échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas simplement une crise autistique ordinaire. Il y avait une peur réelle dans les yeux de l'enfant, une terreur qui semblait provenir de quelque chose de très précis. Pendant les 2 heures suivantes, ils essayèrent tout. Offrir ses jouets préférés, promettre de la glace, même apporter la tablette avec ses dessins préférés. Rien ne fonctionna. Clara restait dans la maisonnette, ne sortant que pour aller aux toilettes, courant toujours de retour vers son refuge improvisé. « Je vais annuler tous mes rendez-vous », décida Roberto. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Elena hocha la tête, mais il y avait une tension sur son visage qu'il ne pouvait pas déchiffrer. « Peut-être devrions-nous appeler le docteur Mendes », suggéra-t-elle, faisant référence à la psychologue pour enfants qui suivait Clara. « Oui, mais d'abord je dois comprendre ce qui a changé dans notre maison. » Pendant qu'il parlait, Clara les observait à travers la petite entrée de la maisonnette. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle répétait quelque chose que quelqu'un lui avait dit. Roberto remarqua ce mouvement et sentit un frisson parcourir son échine. Isabelle apparut sur la véranda avec un plateau de biscuits faits maison, son sourire doux contrastant avec la tension du moment. « Je pensais que Clara pourrait vouloir ses biscuits préférés, » dit-elle d'une voix mielleuse. La réaction de la fillette fut instantanée. Elle se recroquevilla encore plus, couvrant son visage de ses mains. Le comportement était si inhabituel que Roberto fut alarmé. Clara n'avait jamais montré de peur de la nourriture ou des personnes connues. « Merci Isabelle, mais il vaut mieux la laisser tranquille pour l'instant, » dit Roberto, observant attentivement les réactions de sa fille. Lorsque la gouvernante s'éloigna, Clara regarda enfin son père. Ses lèvres formèrent des mots silencieux qui le laissèrent perplexe.
elle n'est pas bonne. L'homme d'affaires sentit qu'il y avait beaucoup plus derrière cette situation qu'il n'y paraissait. Le changement drastique du comportement de Clara, la peur inexplicable et les mots chuchotés commençaient à former un schéma inquiétant qu'il ne pouvait ignorer. Si vous suivez cette histoire et souhaitez découvrir ce qui arrive réellement à Clara, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce récit surprenant. Clara, peux-tu dire à papa ce qui t'a fait peur? Roberto essayait de garder la voix calme, mais ses mains tremblaient tandis qu'il s'agenouillait devant la maisonnette du chien. C'était la 5e fois en 2 semaines qu'il trouvait sa fille cachée là, toujours au milieu de la nuit, toujours avec la même terreur dans les yeux. La fillette balançait son corps d'avant en arrière, ses bras maigres entourant ses genoux. « Ils vont me prendre si je dors dans ma chambre », chuchota-t-elle sans regarder son père. La femme a dit qu'elle connaît un endroit où les filles comme moi disparaissent. Elena s'approcha doucement, essayant de ne pas effrayer davantage l'enfant. « Quelle femme, chérie? Il n'y a aucune femme étrange ici. La femme qui vient quand vous ne regardez pas. » Clara leva enfin les yeux, et Roberto sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait une lucidité perturbante dans le regard de sa fille, comme si elle rapportait des faits et non des fantasmes. Dans les jours qui suivirent, Roberto commença à remarquer des détails qui auparavant lui avaient échappé. Isabelle, la nouvelle gouvernante, semblait toujours savoir exactement quand Clara se retrouvait seule. Elle apparaissait avec des excuses plausibles. Apporter un goûter, ranger les jouets, vérifier si la fillette allait bien. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas à son sourire aimable. Monsieur Roberto s'approcha Isabelle dans la bibliothèque, sa voix trop mélodieuse. J'ai remarqué que Clara est très agitée ces derniers temps. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle passe plus de temps seule, pour se calmer. Je peux m'occuper d'elle pendant que vous travaillez. Merci, mais Elena et moi préférons rester près d'elle lorsqu'elle traverse des difficultés, répondit Roberto en observant attentivement la réaction de la femme. Pendant un instant, le sourire d'Isabelle vacilla, et il aperçut quelque chose de froid dans ses yeux avant qu'elle ne reprenne sa contenance. Bien sûr, monsieur. Je voulais juste aider. Cette nuit-là, Roberto décida d'installer discrètement des caméras dans la chambre de Clara et dans les couloirs. Il n'en parla pas à Elena. Quelque chose en lui disait qu'il devait agir seul d'abord. L'homme d'affaires qui avait bâti un empire en se fiant à son instinct sentait maintenant que ces mêmes instincts criaient que quelque chose n'allait terriblement pas dans sa propre maison. La première nuit avec les caméras, rien ne se produisit. Clara dormit dans sa chambre sans incident. Roberto commença à se demander s'il n'était pas devenu trop paranoïaque, si le stress des affaires n'affectait pas sa perception de la réalité. Mais la deuxième nuit, les enregistrements révélèrent quelque chose qui le laissa sans souffle. À 2h15 du matin, Isabelle entra silencieusement dans la chambre de Clara. La gouvernante s'approcha du lit où la fillette dormait et se mit à chuchoter des choses que Roberto n'arrivait pas à entendre clairement sur l'enregistrement, mais qui faisaient se tordre Clara dans son sommeil. Isabelle prit alors le téléphone et montra des photos à l'enfant endormi. Même inconsciente, Clara se mit à gémir et à s'agiter. La gouvernante continua de parler, ses mots semblant pénétrer dans le subconscient de la fillette. Roberto regarda, horrifié, tandis qu'Isabelle répétait le procédé pendant 20 minutes avant de sortir silencieusement de la chambre. 15 minutes plus tard, Clara se réveilla en criant et courut vers la maisonnette du chien. Les mains de Roberto tremblaient lorsqu'il mit la vidéo en pause. Sa fille était torturée psychologiquement pendant son sommeil, conditionnée à associer sa propre chambre au danger. Mais pourquoi? Que voulait Isabelle? Le lendemain matin, il fit semblant de normalité. « Isabelle, j'ai une réunion importante ce soir. Peux-tu rester plus tard pour t'occuper de Clara? » « Certainement, monsieur Roberto. Ce sera un plaisir. » Le plaisir dans sa voix lui donna des nausées. Cette femme se délectait de la souffrance de sa fille. Dans la journée, Roberto engagea discrètement un détective privé. Les informations qu'il découvrit le glacèrent. Isabelle n'était pas seulement une gouvernante mal intentionnée. Elle faisait partie d'un réseau criminel visant les familles riches ayant des enfants vulnérables. Le plan était simple et cruel. Traumatiser psychologiquement l'enfant jusqu'à ce que les parents, désespérés, acceptent n'importe quelle aide proposée. Isabelle présenterait ensuite une clinique spécialisée où Clara pourrait recevoir un traitement intensif. Une fois là-bas, la fillette disparaîtrait à jamais dans les abysses du trafic d'êtres humains. Le détective montra des photos d'autres familles qui avaient subi le même processus. Enfants autistes, atteints du syndrome de Down, paralysés cérébraux. Tous disparus après des périodes de traitement dans des cliniques qui n'existaient pas officiellement. Elle est extrêmement dangereuse, alertait le détective. Et très intelligente. Elle ne laisse jamais de traces pouvant servir de preuve légale. Il faut la prendre sur le fait. Roberto ressentit une colère qu'il n'avait jamais connue.
Cette femme détruisait l'esprit de sa fille innocente, la préparant à un destin qu'il n'arrivait même pas à imaginer sans avoir la nausée. Mais maintenant il connaissait la vérité. Et il était prêt à agir. Cette nuit-là, Clara refusa encore une fois de dormir dans sa chambre, implorant de rester dans la maisonnette de Max. Roberto la consola, promettant que tout irait bientôt mieux. Il n'avait aucune idée qu'Isabelle entendait chaque mot de la conversation, planifiant d'accélérer ses projets avant qu'il ne soit trop tard. Roberto ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau, il élaborait un plan qui pourrait sauver Clara ou mettre toute la famille encore plus en danger. Le détective avait été clair. Isabelle n'était qu'une pièce d'une organisation beaucoup plus grande, et si elle soupçonnait qu'elle avait été découverte, elle pourrait accélérer l'enlèvement. Il faut que cela ait l'air naturel, murmura-t-il, révisant chaque détail. À 6 heures du matin, il appela Elena. « Chérie, je dois partir pour New York aujourd'hui même. Un problème urgent dans les affaires. » « Mais Clara, elle traverse un moment si difficile. » « C'est justement pour cela. Si je règle ça rapidement, je pourrai me consacrer entièrement à elle à mon retour. Isabelle peut gérer les choses pendant 2 jours. » De l'autre côté de la ligne, Elena hésita. Elle aussi avait remarqué un comportement étrange chez la gouvernante, mais n'arrivait pas à définir exactement quoi. « Es-tu sûr que c'est sans danger de la laisser seule avec Isabelle ? » « J'ai une totale confiance en elle, » mentit Roberto, sachant que chaque mot pouvait être surveillé. « De plus, tu seras là. » Ce que Elena ignorait, c'était que Roberto avait préparé un piège méticuleux. Faisant semblant de partir pour l'aéroport, il s'installa en réalité dans un appartement à quelques pâtés de maison, d'où il pouvait coordonner le tout avec la police et le détective privé. Isabelle accueillit la nouvelle du voyage avec un sourire qu'elle ne put totalement dissimuler. Quel dommage que monsieur Roberto doive voyager. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai très bien de Clara et d'Elena. Dans la journée, Roberto observa via les caméras qu'il avait installées. Isabelle était clairement agitée, passant plusieurs appels téléphoniques et parlant dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. La gouvernante vérifiait constamment les montres et regardait par la fenêtre de plus en plus souvent. Vers 3 heures de l'après-midi, un homme en costume sombre se présenta à la porte. Isabelle le reçut nerveusement, et ils parlèrent à voix basse pendant quelques minutes. Le sang de Roberto se glaça quand il vit l'homme montrer une seringue à Isabelle. « C'est en train d'arriver », appela-t-il immédiatement le détective Santos, de la brigade spécialisée. « Ils vont agir aujourd'hui. »« Nos équipes sont déjà en place, » répondit Santos. « Mais rappelez-vous, monsieur Roberto, vous ne pouvez pas intervenir avant que nous donnions le signal. Il faut les prendre en flagrant délit. » Les heures qui suivirent furent une agonie. Roberto regardait, impuissant, tandis qu'Isabelle préparait un goûter spécial pour Clara, ajoutant clairement quelque chose dans la nourriture. Sa fille, encore traumatisée, refusait de quitter la maisonnette de Max, ce qui la protégeait involontairement. Elena tentait de convaincre Clara de manger, sans savoir qu'elle offrait de la nourriture droguée. « Allez, chérie, Isabelle a fait tes biscuits préférés. »« Je ne veux pas. » Clara secouait la tête violemment. La femme méchante a mis le médicament pour la sieste. Roberto faillit crier de fierté et de désespoir à la fois. Même traumatisée, Clara gardait la lucidité qui pouvait la sauver. Mais Elena commença à s'inquiéter du refus persistant de sa belle-fille de manger quoi que ce soit. « Isabelle, peut-être devrions-nous appeler le pédiatre. Clara ne mange presque pas depuis 2 jours. »« Ne vous inquiétez pas, madame Elena. Je connais une clinique excellente qui traite les enfants spéciaux comme Clara. Ils ont des méthodes très efficaces pour les cas difficiles comme celui-ci. » L'appât était lancé. Roberto serra les poings, regardant sa femme se faire manipuler par la même femme qui torturait psychologiquement leur fille. Quand le soleil commença à se coucher, Isabelle effectua son dernier coup. « Madame Elena, je crois que Clara fait une crise sévère. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle dorme un peu. J'ai préparé une tisane calmante spéciale. » Roberto vit Isabelle se diriger vers le jardin avec une tasse qui fumait. C'était le moment. Elle tenterait de forcer Clara à boire le sédatif, et quand la fillette serait inconsciente, l'homme en costume sombre apparaîtrait pour aider à la transporter vers la soi-disant clinique. « Allez, Clara !» s'agenouilla Isabelle devant la maisonnette, la voix faussement douce. « Cette tisane va te faire te sentir mieux. »« Je ne veux pas. Tu es méchante. » Clara se recroquevilla encore plus. Isabelle abandonna sa façade gentille. Sa voix devint froide et menaçante. « Tu vas boire ça maintenant, sale gamine. Tes parents en ont assez de toi. Ils m'ont demandé de t'emmener dans un endroit où tu n'embêteras plus personne. » Clara se mit à pleurer, et Roberto dut se contrôler pour ne pas courir vers elle. Mais il savait que s'il intervenait maintenant, Isabelle pourrait s'échapper et tenter à nouveau un autre jour.
S'il te plaît, ne m'emmène pas, sanglotait Clara. Je promets que je serai sage. Isabelle attrapa le bras de la fillette avec force, essayant de la forcer à boire la tisane. C'est alors que Max, le Golden Retriever, grogna de manière menaçante. Le chien n'avait jamais montré d'agressivité, mais quelque chose dans son instinct le mettait en alerte face au danger. « Ferme ta gueule, stupide animal !» donna un coup de pied Isabelle à Max, qui aboya bruyamment. Les aboiements alertèrent Elena, qui accourut dans le jardin. « Isabelle, que se passe-t-il » La fillette fait une crise. Il faut qu'elle prenne ce calmant. Roberto vit l'instant précis où Elena comprit que quelque chose n'allait pas. Sa femme regarda Clara, puis Isabelle qui tenait violemment le bras de la fillette, et enfin la tasse de tisane. « Lâche ma fille. Maintenant. » C'est alors que l'homme en costume sombre apparut, comme Roberto l'avait prévu. « Vous ne devriez pas être ici, Madame Elena, » dit l'homme en costume sombre, sa voix chargée de menaces. À la taille, Roberto put voir à travers les caméras le contour d'une arme. « Isabelle, il faut accélérer les choses. » Elena recula, comprenant enfin la gravité de la situation. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous à Clara? »« Votre belle-fille vaut beaucoup d'argent sur le marché adéquat, » ricana Isabelle froidement, abandonnant complètement son masque de gouvernante gentille. « Les enfants spéciaux sont des marchandises rares. Certaines personnes paient des fortunes pour eux. » Le sang d'Elena se glaça. « Vous êtes des monstres. »« Nous sommes des entrepreneurs, » corrigea l'homme en sortant son arme. « Et vous venez de devenir un témoin gênant. » C'était le signal que Roberto attendait. « Maintenant !» cria-t-il dans sa radio à l'équipe de police. En quelques secondes, le manoir fut encerclé. Des voitures de police apparurent de tous les côtés, les sirènes déchirant l'air de la nuit. Des policiers armés envahirent le jardin par 3 directions différentes. « Police, posez vos armes. Mains en l'air. » L'homme en costume tenta d'utiliser Elena comme bouclier, mais elle était plus intelligente qu'il ne le pensait. La femme se jeta au sol et roula pour s'éloigner, et Clara profita de la confusion pour se recroqueviller encore plus dans la maisonnette de Max. Isabelle tenta de fuir, mais heurta Roberto, qui était arrivé en courant par l'entrée latérale. « Tu n'iras nulle part, » grogna-t-il, la maintenant fermement jusqu'à ce que les policiers la menottent. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de gâcher, » cracha Isabelle avec venin. « Nous sommes bien plus grands que vous ne l'imaginez. Clara ne sera jamais en sécurité. »« Peut-être pas, » répondit Roberto, « mais vous ne la blesserez plus jamais. » L'affrontement dura moins de 5 minutes. L'homme en costume, encerclé et sans issue, se rendit. Lors de la perquisition, la police trouva des documents révélant l'étendue réelle de l'organisation criminelle. « Monsieur Roberto, » dit le détective Santos, « nous avons trouvé une liste avec les noms de 57 familles, toutes ayant des enfants spéciaux. Clara n'était que la prochaine sur la liste. » Dans les heures suivantes, d'autres arrestations eurent lieu dans toute la ville. Le réseau criminel dont faisait partie Isabelle opérait à l'international, et son arrestation lança une enquête qui sauverait des centaines d'enfants. Mais pour Roberto, rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Sa seule préoccupation était Clara, toujours cachée dans la maisonnette de Max, tremblant de peur malgré toute l'agitation policière autour. « Clara, mon amour, c'est fini. Papa est là. » Il s'agenouilla devant la maisonnette, tendant la main. « Ils sont partis ?» demanda la petite voix. « Pour toujours. La méchante femme ne reviendra plus jamais. » Lentement, Clara sortit de sa cachette. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait quelque chose de différent en eux maintenant. La terreur avait diminué, remplacée par la confusion et l'épuisement. Elena s'approcha doucement, les larmes aux yeux également. « Clara, je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. » La fillette regarda sa belle-mère, puis son père. « Vous n'alliez pas me donner à la méchante femme. »« Jamais. » Roberto la prit dans ses bras, la serrant de toutes ses forces. « Nous t'aimons plus que tout au monde. Personne ne t'emmènera jamais loin de nous. » C'est alors que Clara s'effondra enfin. Tous les jours de terreur, toutes les nuits de cauchemar, toute la confusion et la peur qu'elle avait accumulée éclatèrent en sanglots sans fin. Roberto et Elena la serrèrent tous les deux, formant un cercle protecteur autour de leur fille. Le détective Santos s'approcha discrètement. « Monsieur Roberto, il faudra que Clara soit examinée par des psychologues spécialisés. Le traumatisme qu'elle a subi a été sévère. »« Nous ferons tout ce qui est nécessaire, » répondit Roberto, sans lâcher sa fille. « Il y a une chose que vous devez savoir, » continua Santos. « Isabelle ne travaillait pas seule ici. Elle avait un informateur dans votre entreprise, quelqu'un qui fournissait des informations sur votre routine et celle de votre famille. » Roberto leva les yeux, surpris.
Qui? Votre secrétaire, Marina. Elle a été arrêtée il y a 1 heure. Elle recevait 20 000 par mois pour rapporter vos mouvements. La trahison fit presque aussi mal que de découvrir ce qu'Isabelle faisait à Clara. Roberto avait fait confiance à Marina pendant plus de 5 ans. Elle connaissait tous ses horaires, savait quand il voyageait, quand il serait à la maison. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Murmura-t-il. Ces organisations sont extrêmement sophistiquées, expliqua Santos. Ils passent des mois, parfois des années, à étudier leurs victimes. Ils placent des personnes stratégiquement, créent des situations qui semblent être des coïncidences. Clara se détacha légèrement de l'étreinte et regarda son père. « Papa, j'ai essayé de te le dire. » Mais les mots sortaient tout mélangés. « Tu as été très courageuse. » Roberto embrassa le front de sa fille. « Et très intelligente. Tu savais que tu ne devais pas lui faire confiance. »« Max m'a aidé. » Clara désigna le Golden Retriever, resté près de la maisonnette pendant toute la confusion. Il a grogné contre elle avant moi. Roberto regarda le chien avec une nouvelle admiration. Max avait été le premier à percevoir qu'Isabelle était dangereuse, protégeant Clara avec ses instincts aiguisés. Quand les policiers terminèrent enfin leur travail et partirent, la famille resta dans le jardin. Clara ne voulait toujours pas entrer dans la maison, mais au moins elle était sortie complètement de la maisonnette. « On dormira dans le salon ce soir », suggéra Elena. « Tous ensemble. » Clara acquiesça, mais avant de se diriger vers la maison, elle regarda une dernière fois sa petite forteresse en bois. « Merci de m'avoir protégée », murmura-t-elle à la maisonnette de Max. Roberto savait que le chemin de la récupération serait long, mais pour la première fois depuis des semaines, un véritable espoir brillait dans leur cœur. 6 mois plus tard, Clara était assise dans le même jardin où tout s'était passé, mais elle peignait maintenant à l'aquarelle sous le soleil de l'après-midi. Ses coups de pinceau étaient soignés et délibérés, créant un arc-en-ciel sur une petite maison en bois qui ne semblait plus hantée par les cauchemars du passé. « Regarde, papa », montra-t-elle fièrement son œuvre. C'est la maisonnette de Max, mais maintenant elle est heureuse. Roberto sourit, observant comment sa fille avait transformé artistiquement le lieu qui fut un jour son refuge face à la terreur en quelque chose de beau et coloré. La thérapie avec le docteur Mendes fonctionnait mieux qu'il n'avait osé espérer. « Elle est magnifique, mon amour. On la mettra dans la galerie de ta chambre ?» Clara acquiesça avec enthousiasme. Sa chambre avait été complètement rénovée après les événements traumatisants, avec des couleurs joyeuses et de nouveaux meubles choisis par elle-même. Il fallut 3 mois pour qu'elle se sente à nouveau à l'aise pour y dormir, mais c'était maintenant son endroit préféré de la maison. Elena s'approcha en portant un plateau de biscuits faits maison. Elle avait elle-même appris à cuisiner après avoir refusé d'engager une nouvelle employée. « Le goûter est prêt. Et j'ai une surprise. »« Quelle surprise ?» demanda Clara, les yeux brillants de la curiosité authentique qui était revenue progressivement. « Tu te souviens que nous avons parlé d'aider d'autres enfants qui ont vécu ce que tu as vécu ?» Clara acquiesça. Lors des séances de thérapie, ils avaient discuté de la façon dont elle pourrait transformer son expérience en quelque chose de positif pour d'autres enfants. L'idée était venue d'elle-même, démontrant une maturité qui surprit même les psychologues. « Eh bien, » continua Elena, « papa a créé une fondation à ton nom. Et aujourd'hui, nous avons reçu la première lettre d'une petite fille qui a été sauvée grâce au travail de la police après l'arrestation d'Isabelle. » Roberto sortit une enveloppe de sa poche. « Elle s'appelle Sofia, a 9 ans, et voulait te remercier personnellement. » Clara écouta attentivement pendant que son père lisait la lettre. Sofia racontait comment sa gouvernante avait également essayé de la droguer, mais grâce aux enquêtes initiées avec le cas de Clara, la police était arrivée à temps pour empêcher l'enlèvement. « Elle veut être ton amie, » conclut Roberto. « Et ses parents aimeraient rencontrer notre famille. »« On peut faire une rencontre peinture, » suggéra immédiatement Clara. « Je peux lui apprendre à dessiner des petites maisons heureuses. » La transformation de Clara avait été progressive mais constante. Dans les premiers mois, elle avait encore des cauchemars occasionnels et des moments d'anxiété quand des étrangers s'approchaient. Mais avec la thérapie, l'amour et beaucoup de patience, elle ne s'était pas seulement rétablie, elle avait développé une profonde empathie pour d'autres enfants dans des situations similaires. Le détective Santos rendait régulièrement visite à la famille pour faire le point sur l'avancement des enquêtes. Isabelle et ses complices avaient été condamnés à de longues peines de prison, mais surtout, le réseau international avait été complètement démantelé. 52 enfants ont été sauvés, rapporta Santos lors de sa dernière visite. Et grâce aux témoignages de Clara et aux preuves que vous avez aidé à collecter, nous avons pu identifier tous les membres de l'organisation. Roberto apprit que Marina, son ancienne secrétaire, avait coopéré avec les autorités en échange d'une peine réduite. Elle avait été contrainte de participer après que la vie de son propre fils ait été menacée,
mais malgré tout, la trahison faisait mal. J'ai appris que faire confiance est important, mais vérifier est essentiel, dit-il à Elena un soir. Je ne permettrai plus jamais à quelqu'un d'avoir un accès aussi facile aux informations sur notre famille. Elena acquiesça. Ils avaient mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, mais sans transformer leur maison en forteresse. Clara devait grandir en se sentant en sécurité, pas prisonnière. La maisonnette de Max était devenue un symbole dans la communauté. D'autres familles avec des enfants spéciaux venaient leur rendre visite, cherchant des conseils sur la sécurité et les signaux d'alerte. Clara tenait toujours à montrer son ancien refuge, expliquant comment il l'avait protégé. Parfois, les endroits qui semblent petits et effrayants peuvent être les plus sûrs, disait-elle avec la sagesse de celle qui avait vécu l'impensable. Max, le Golden Retriever, était devenu une sorte de chien de thérapie officieux. Sa capacité à détecter les personnes mal intentionnées impressionnait les spécialistes, et il participait maintenant aux séances thérapeutiques de Clara, aidant d'autres enfants traumatisés. Au 6e mois après les événements, Clara fit une demande spéciale. « Papa, puis-je transformer la maisonnette de Max en bibliothèque ?» Une bibliothèque. Oui, pour les enfants comme moi. Un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité tout en apprenant que les histoires effrayantes peuvent avoir une fin heureuse. L'idée toucha profondément Roberto et Elena. Pendant les 2 semaines suivantes, ils transformèrent la petite structure en une bibliothèque enfantine accueillante, avec des coussins colorés, des étagères basses remplies de livres sur le dépassement et le courage, et des dessins réalisés par Clara elle-même décorant les murs. Le jour de l'inauguration, Sofia et 6 autres enfants sauvés du même réseau criminel vinrent à la fête. Clara prit naturellement le rôle d'hôtesse, racontant des histoires et expliquant comment ce petit espace avait été son bouclier contre la peur. La chose la plus importante que j'ai apprise, dit-elle aux autres enfants, c'est que même quand nous avons très peur, il y a toujours des personnes qui nous aiment et se battent pour nous protéger. Et que nous pouvons être forts, même en étant petits. Roberto observait de loin, les larmes aux yeux. Sa fille avait transformé le traumatisme en sagesse, la peur en courage et la souffrance en compassion. Cette nuit-là, Clara dormit paisiblement dans sa chambre, sachant qu'elle était en sécurité et aimée. Mais plus encore, elle savait que son histoire avait sauvé d'autres enfants et continuerait de le faire. Si cette histoire a touché votre cœur et montré comment le courage peut transformer même les expériences les plus difficiles en force pour aider les autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits inspirants comme celui-ci.